communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, la tribune des décideurs chaque lundi, midi 30, 13h, pour poser en direct toutes vos questions aux décideurs que nous recevons en compagnie de notre partenaire, la tribune, incarnée ici par Robert Jules, le patron de la tribune.fr. Bonjour Robert. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver. On accueille ensemble aujourd'hui Pascal Donnet. Bonjour Pascal. Bonjour. Directeur général de Fortuneo, une entreprise que vous connaissez bien puisque vous y travaillez depuis 2000. Vous avez 52 ans et vous avez pris la tête de Fortuneo depuis 4 ans maintenant, fin 2008, début 2009. On va voir avec vous comment bougent les lignes de la banque en ligne. C'est comme ça qu'on a intitulé cette émission, parce que ça bouge en effet. On a Boursorama qui est racheté intégralement par sa maison mère, Société Générale. On a Crédit Agricole qui booste Before Bank, sa filiale en ligne, avec l'ouverture des comptes notamment. Et puis vous qui revenez à la une avec une campagne « J'aime ma banque ». On verra comment est-ce qu'on peut aimer sa banque et comment est-ce que vous tentez de la faire aimer aux Français et aux Françaises. Mais pour commencer, un mot justement sur Fortuneo. Combien de divisions? Fortuneo, c'est encore une petite entreprise, puisque nous sommes en France et en Belgique. Nous avons 260 000 clients. Nous représentons près de 10 milliards d'encours gérés pour le compte de nos clients. Donc nous grossissons, mais rappelons-nous que nous sommes nés en 2000, que nous avons lancé la banque en ligne de 2008 et que nous avons encore beaucoup de travail pour conquérir les Français. On rappelle que vous êtes une filiale d'un groupe mutualiste, Crédit Mutuel Arkea. C'est aussi donc une filiale d'une grande banque. Vous êtes parti en effet de la bourse. Fortuneo, c'est né avec l'aventure du trading online. Et on a vu cette migration des acteurs boursiers vers la banque parce que c'est un marché plus large, c'est ça? Exactement, exactement. Donc l'origine, c'est, on va dire, l'équation entre le développement technologique qu'on a vu dans les années 2000, puis le développement l'ouverture des marchés financiers vers les particuliers. Donc nous avons cru jusqu'en 2008 sur principalement le métier de la bourse. Nous avons été les premiers à lancer l'assurance vie en 2001 et nous sommes diversifiés justement, effectivement, pour avoir une autre typologie de clientèle sur l'épargne en ligne en 2009 et la banque en ligne. Alors, avant de rentrer dans le business de la banque en ligne et sur l'activité à proprement parler de Fortuneo, on va revenir sur l'actualité économique sur laquelle on aime bien interroger les décideurs qui passent dans cette émission. Quelle est votre lecture actuellement du résultat de ces élections municipales? Est-ce que ça va avoir un impact économique au-delà de cette déferlante bleue? On l'espère un peu tous. Je crois qu'il y a de nombreux rapports qui ont circulé, je crois qu'ils convergent pour dire que maintenant il faut quand même réformer la dépense publique et réorienter certains investissements, peut-être plus vers la création d'emplois. Je crois qu'effectivement, la pression fiscale, nous on le voit au quotidien en ce qui concerne nos clients, et ça a des impacts sur leur mode de consommation. Qu'est-ce qu'ils font par exemple? Si vous prenez par exemple les investissements sur les actions, alors que ce qui est paradoxal, c'est qu'on lance un PEA, PME, mais on voit très bien que les Français qui deviennent allergiques à la pression fiscale refusent par exemple la taxation, sont obligés d'accepter la taxation sur les transactions financières, ont vu d'un très mauvais œil la taxation des plus-values et l'alignement sur l'impôt sur le revenu. Et en fait, il y a une accumulation qui fait que, globalement, par rapport à 10 ans, la gestion de père de famille devient de plus en plus très compliquée pour quelqu'un qui veut préparer sa retraite. La finance reste toujours l'ennemi de M. Hollande. Je ne sais pas, mais ce que je vois, moi, au quotidien, ce sont des clients qui veulent préparer leur retraite, qui investissent dans l'assurance vie, dans des PEA, et on est très loin de l'image des marchés de trading tels qu'on peut le voir à Wall Street ou dans d'autres pays. Donc vous espérez que ces élections servent d'électrochoc pour que le gouvernement fasse vraiment son virage promis, ce pacte de responsabilité. Vous pensez que ça va voir le jour finalement, ce pacte? Écoutez, moi je ne suis pas au cœur de la machine et des discussions, mais en tout cas je crois qu'il y a une inspiration pour tous les Français pour faire évoluer les choses. On voit très bien que certains pays comme l'Italie, l'Espagne ont entamé des réformes. Les Allemands l'ont fait beaucoup plus tôt que nous dans les années 2000 avec beaucoup de courage et dans une approche consensuelle.
eh bien on espère tous que la France va suivre ce même chemin. Vous avez un poste d'observation assez privilégié puisque vous voyez finalement la répartition des actifs des Français, de leur épargne. Est-ce qu'ils veulent plus de rendement en prenant plus de risques ou au contraire acceptent-ils moins de rendement en prenant moins de risques, c'est-à-dire en allant sur des placements très tranquilles, très père de famille? Qu'est-ce que vous observez? Est-ce que le curseur bouge? Très bien. On voit très bien une mutation dans la typologie d'investissement. Il y a par exemple 5-6 ans, on investissait sur les marchés financiers, sur des actions sur le long terme. Après, de plus en plus, on est passé à un investissement à peu près sécurisé, se dire je vais éviter les actions pour justement aller sur les fonds en euros ou l'épargne courte. Et maintenant, on est vraiment plutôt sur l'épargne courte, consistant pour les clients à dire à un moment donné, je vais avoir besoin de retirer de l'argent. Et ça, on le sent très bien, et ce qui fait que l'appétence, par exemple, au marché financier a considérablement diminué par rapport à il y a 10 ans. Pourtant, la bourse monte toujours à des niveaux assez élevés. Effectivement, alors il y a des vagues haussières et il n'est pas sûr que les Français aient tous profité justement de la vague haussière qu'on a connue pendant ces 18 derniers mois, justement par prudence. Alors, on prend les questions de nos amis internautes qui regardent cette émission. Edgar, notamment, demande, est-ce que la Poste est votre principal concurrent ? Soyons modestes, hein. Nous sommes un tout petit acteur, nous sommes sur un créneau qui est celui de la banque en ligne, donc la banque à distance pour des particuliers. Je serais ravi le jour où on pourrait être concurrent frontal de la Poste, mais je ne suis pas sûr que ce soit encore... C'est pas encore le cas. Le cas, oui. Il faut rappeler à cette occasion que vous avez à peu près 260 000, un peu plus de 260 000 clients. Quelles conséquences a eu l'arrivée de nouveaux acteurs dans le domaine de la banque en ligne, demande un autre internaute, et notamment les banques traditionnelles? Alors, vous aussi, finalement, vous êtes dans le giron d'une banque traditionnelle. Hein. Est-ce qu'il y a de plus en plus de compétition sur le créneau de la banque en ligne? C'était un peu l'apanage de pure player ou en effet de précurseurs. Maintenant, tout le monde y est? Effectivement, il y a de plus en plus de concurrents, même des concurrents qui ne sont pas forcément de la banque en ligne. Hello Bank n'est pas une banque en ligne, pour l'instant, c'est une offre d'une banque traditionnelle. Mais on voit très bien que les banquiers ont besoin de s'adapter à ce nouveau format de distribution. Comment passe-t-on de l'agence à la vente en ligne? Alors, ce n'est pas le problème des banques en ligne. Néanmoins, pour tous ces grands groupes, et maintenant les banques en ligne appartiennent tous à des groupes solides, se pose la question de la cannibalisation, c'est-à-dire la partie de la clientèle qui peut aller vers les banques en ligne et donc détruire d'une certaine façon de la valeur. Hello Bank, c'est la filiale, hein, pardon, juste pour préciser, de BNP Paribas, qui est cette filiale mobile, hein, lancée à l'échelle européenne, et qui a l'air en effet d'être très agressive en termes d'offres. C'est-à-dire que, en fait, pour revenir sur cette question de cannibalisation, les banques acceptent de se cannibaliser plutôt que de laisser partir leur clientèle vers des acteurs concurrents. Oui, je crois qu'il y a un mouvement de façon incontournable, c'est le client qui décide. Et c'est le client qui veut avoir tous ces outils pour consommer des services financiers sur ses tablettes, sur son mobile, sur Internet. Et ça, c'est un mouvement inéluctable. Donc il faut s'adapter. Et forcément, il y a probablement un impact sur le compte des résultats pour les groupes traditionnels. Dans une première phase, la banque en ligne, évidemment, jouait sur le prix. C'était ça l'avantage comparatif. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas atteint certaines limites sur cette stratégie-là ? Effectivement, depuis 2008, la banque en ligne, on va dire, a progressé grâce à l'accès, le prix. Alors, c'était les cartes moins chères, c'était les palmarès qui font que, au moins, 2/3 de nos clients Fortuneo ne payent pas de frais bancaires chaque année. Et ça, c'était une période où, on a intéressé les consommateurs malins. Voilà. Internet nous a bien aidé à ceci. Après, on a eu une seconde phase qui est due à l'apparition de nouvelles technologies. Je pense l'explosion des mobiles, que ce soit les applis Android ou iPhone, et également les tablettes que personne n'a vues et qui ont changé le comportement. Et depuis donc 2012, tout le monde s'est à peu près mis à communiquer et à essayer d'attirer justement de nouveaux clients vers par le biais de ces nouveaux outils de communication pour la banque. Et maintenant, je pense qu'on arrive maintenant à une troisième phase. Alors Mao nous demande une question, nous ramène à des basiques. Pourquoi choisir une banque en ligne? C'est vrai, finalement, la plupart des Français avaient un compte en banque traditionnel. Pourquoi est-ce qu'ils vont vers la banque en ligne? Et est-ce qu'ils oublient, du coup, est-ce qu'ils renoncent à leur banque traditionnelle? Alors, la principale motivation, quand on analyse nos clients, on leur demande pourquoi êtes-vous venu chez Fortuneo, c'est le prix. C'est la carte bancaire qui est moins chère, et notamment la carte haut de gamme Fortuneo, qui permet d'économiser entre 250 et 300 € pour un client particulier, et ce n'est pas rien.
Et quand on interroge ces mêmes clients 6 mois après, on s'aperçoit qu'ils restent dans la banque en ligne pour d'autres choses. C'est la facilité, c'est le fait que ça soit assez simple, bien conçu pour utiliser ses comptes quotidiennement. Rappelons que maintenant, il y a 80% des Français qui consultent leur compte bancaire une fois par semaine. Donc la technologie a accéléré la consommation de services bancaires. Est-ce que c'est leur première banque, la banque en ligne? Est-ce que vous avez des clients pour qui c'est la première banque, c'est-à-dire qu'ils font virer leur salaire sur cette banque et qui l'utilisent comme banque principale? Oui, nous en avons. Ça représente à peu près un peu plus d'un quart de nos clients. Et ça, c'était un sujet nouveau pour nous parce qu'on n'avait jamais pensé qu'on pourrait être la banque principale en matière de flux. Les banques en ligne n'ont jamais ambitionné d'être la banque principale de clients, mais c'était plutôt une banque on va dire, de découverte. Et le comportement des clients montre qu'on passe de la phase maintenant d'adaptation à la phase de fidélité sur les banques en ligne. Les clients cherchent évidemment à simplifier la gestion de ces comptes et à réunir dans une seule banque tous ces flux. Alors nous, Fortuneo, on pense l'inverse, c'est-à-dire que les clients vont devenir multibancarisés, comme c'est le cas en Europe, les Français ou aux États-Unis, où les Français sont sont plutôt mono-établissements. Donc on pense qu'à l'avenir, le consommateur en termes de produits bancaires va être le même qu'un autre consommateur d'autres produits, à savoir il va avoir un raisonnement par produit. Je vais chercher la meilleure assurance vie, le meilleur livret, la meilleure carte bancaire, et il va utiliser différents établissements. Et néanmoins, on va voir apparaître, et c'est notre point, et on y croit depuis 3 ans pour avoir lancé Fortuneo Budget, il va avoir des applications qui vont permettre aux clients de consulter tous leurs comptes de tous les établissements financiers en une seule application. Et au final, on va vers la banque nomade, c'est-à-dire une banque qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et quel que soit le média utilisé, que ce soit la tablette, l'iPhone, peut-être pas le frigo, mais pourquoi pas. Qu'est-ce que peut apporter la technologie? Parce que là, on voit bien en effet l'intérêt d'avoir accès à ses comptes, on voit bien l'intérêt du prix, mais est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin en termes technologiques, en termes budgétaires pour mieux gérer, piloter ses finances, avoir des alertes sur des crédits peut-être intéressants, que sais-je, des placements? Est-ce que c'est ça, vous réfléchissez à la 2e génération de la banque en ligne? Il va y avoir un bouleversement dans la façon d'utiliser son compte bancaire et de consommer des services financiers dans les années à venir. Il y a plusieurs grandes tendances lourdes qui apparaissent et une de ces tendances, effectivement, c'est l'anticipation, c'est-à-dire pouvoir anticiper un besoin d'un client, lui notifier une alerte sans qu'il y ait pensé. Et d'autre part, on va avoir une personnalisation de plus en plus forte puisque, on parle de big data, mais ça va nous permettre d'améliorer la relation qu'on a avec le client en ayant une meilleure perception de ses besoins et de ses attentes. Et ça, c'est vraiment sur le papier, c'est dans les cartons. Est-ce que vous le testez? Est-ce que c'est proche, c'est un avenir proche? Alors, ce n'est pas encore une science exacte, le big data, il y a plusieurs options possibles. Néanmoins, je pense que d'ici 2-3 ans, on va voir concrètement, en ce qui concerne la France, des bénéfices pour le client. En matière de sécurité, est-ce que les clients ne sont pas trop naïfs ou il y a quand même eu des réticences à utiliser ces services à cause de ces systèmes qui peuvent toujours vous faire pirater votre compte. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors il y a différentes problématiques. Déjà, c'est une problématique mondiale qui concerne tous les secteurs, y compris les modes de consommation, la carte bancaire, et on va dire tous les établissements, même les établissements classiques, et même les entreprises, et même les administrations. Donc le point de la fraude, c'est un point mondial. Je pense qu'il y a 2 problématiques. La première, c'est la sécurité des systèmes d'information d'une entreprise. Et le second point, c'est la sécurité des données personnelles. Et je pense que sur ce point, en France, là aussi, dans quelques années, on va probablement changer notre état d'esprit vis-à-vis de l'identité numérique, qui est une façon de protéger le client, le consommateur, dans son utilisation d'Internet et des moyens de paiement mobile. Alors, plusieurs questions d'internautes. On va leur donner la parole aussi. Est-ce que vous recrutez, demande Jérémy? Oui, nous recrutons toujours en permanence. Quel type de profil? Alors, c'est plutôt la population de Fortuneo est trentenaire. Des start-up Oui, ça reste plutôt un métier jeune, donc c'est un métier de technologie, d'ouverture, qui demande à la fois de l'audace, de la prise de risque,
pas forcément avec une grande expérience, avec des idées reçues, mais au contraire, qui demandent beaucoup d'innovation et un esprit entrepreneurial. Quel est votre effectif actuellement? Nous sommes 180 personnes sur la France et la Belgique. Alors, Adrien, de la banque traditionnelle et de la banque en ligne, qui gagne aujourd'hui? Une autre question de quelqu'un qui se fait passer pour Manuel Valls. Les banques traditionnelles sont-elles vouées à disparaître? On a toujours cette question en filigrane. Vous parliez de cannibalisation. Est-ce qu'un jour, on peut imaginer un monde sans banque, sans agence traditionnelle? On peut aller jusque-là. Il y a même des économistes qui ont prévu la fin du billet papier en 2030. C'est-à-dire que les nouvelles générations américaines ne connaîtront peut-être pas le papier en 2030. Peut-être on va un peu loin, mais en tout cas, tout ceci va beaucoup changer. Moi, je pense que fondamentalement, on va avoir beaucoup plus ne serait-ce pas le fait qu'on arrive avec des nouvelles générations qui sont très ouvertes au domaine d'Internet et à la révolution numérique. On va avoir un comportement bancaire qui va radicalement changer, mais néanmoins, la machine ne remplacera jamais l'homme. Et à un moment donné, pour un conseil qui soit fiscal, qui soit de gestion de patrimoine, pour ses finances, il va falloir probablement discuter avec quelqu'un. Donc pour une partie, on va dire, du comportement bancaire, je pense qu'on restera toujours dans la relation humaine. On ne peut pas imaginer un algorithme à terme qui soit aussi bon qu'un fiscaliste, par exemple, ou qu'un banquier? Oui, alors la difficulté, c'est que l'algorithme ne va pas gérer les options, ne va pas gérer la connaissance du client, le sentiment, la notion de prise de risque aussi finement qu'un algorithme. Alors tout ceci est possible pour pré-mâcher le travail, mais au final, c'est quand même une décision humaine. Alors d'autres questions sur les agences de notation. Est-ce que vous êtes soumis aux agences de notation et comment est-ce que vous voyez aussi les nouvelles réglementations? Est-ce qu'elles vous concernent et est-ce qu'elles vous touchent? Alors nous sommes, je vous rappelle, dans un groupe mutualiste coopératif qui s'appelle le Crédit Mutuel Arkea, qui est le Crédit Mutuel de Bretagne, d'Aquitaine et du Massif central. Donc un groupe mutualiste qui est parmi les plus gros groupes bancaires en Europe, qui donc est supervisé à un niveau à l'échelle européenne et qui bénéficie en France d'un excellent ratio Quartier One, puisqu'il dépasse les 14%. C'est la maison mère qui protège Fortuneo. Alors, pour répondre à la question de cet auditeur, Fortuneo et le groupe dans lequel il appartient ne font pas de la gestion pour compte propre, c'est-à-dire que vous n'avez pas de salle de marché de trading, et toutes les ressources qui sont collectées par le groupe bancaire sont réinvesties au niveau local en France. C'est un fort point de différenciation par rapport à nos confrères. Il y a un point important dans toute cette financiarisation, enfin du moins au niveau bancaire, ça va être le mode de paiement. Est-ce que demain, l'enjeu du mode de paiement en ligne ne va pas déterminer l'ensemble du métier? Ça fait partie des grandes tendances, effectivement, je pense, dans les prochaines années. On s'aperçoit entre le paiement d'un particulier avec le compte bancaire, ou voire le chèque ou la carte de paiement, on s'aperçoit que les modes de paiement entre un commerçant, le client et également l'organisme de paiement vont changer. Et puis on va voir apparaître ce qu'on appelle le paiement peer-to-peer, c'est le transfert d'argent de particulier à particulier qui vont se développer. Il y a des pays où ça fonctionne très très bien, notamment au Kenya, le peer-to-peer. Mais pour l'instant, dans des pays matures comme l'Europe, on ne sait pas encore quel est l'écosystème qui va gagner parmi toutes les options qui sont proposées, qui existent sur le marché. Parce qu'une menace assez claire pour le monde bancaire, ça semble être les acteurs technologiques, et notamment on pense soit aux pure players Internet comme Google, on pense à des Apple avec les technologies de paiement sans contact sur le mobile. Est-ce que vous observez ça avec un regard inquiet ? Non, nous sommes en veille, comme tous les acteurs, et on peut rajouter même les opérateurs de téléphonie mobile. Et puis on n'est pas à l'abri de la start-up qui révolutionne, comme c'est passé sur certains marchés, ce monde particulier. Donc on est en veille, mais pour l'instant, personne n'a gagné. Il n'y a pas de format, il n'y a pas de normes mondiales. Et à un moment donné, quand même, celui qui gagnera, c'est celui qui arrivera à faire des normes mondiales autour de ces systèmes de paiement. Nick demande, que pensez-vous des nouvelles cartes bancaires sans compte que l'on peut acheter chez les commerçants? Je pense qu'il fait référence au compte Nickel qui a été lancé récemment. Est-ce que, voilà, votre avis? Alors, je trouve que c'est une excellente initiative qui vise, rappelons ce sujet, puisqu'il s'agit d'une banque confrère, qui vise justement à permettre l'accès à des gens qui n'ont pas forcément de compte bancaire, donc plutôt l'inclusion bancaire. Alors, c'est les moyens de dépenses, c'est pas les moyens de dépôt, il n'y a pas l'assurance vie, mais je trouve que c'est une solution très pratique et très opportuniste et bien vue.
Robert? Oui, je voulais revenir sur un aspect du profil de vos clients. Est-ce que vous voyez une évolution actuellement du client par rapport à celui qui prenait des risques, d'une certaine manière, en essayant de tester un peu ces banques qui cassaient un peu les monopoles, il faut bien le dire. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez arriver une nouvelle population? Exactement, après les consommateurs malins, on va dire, après les technophiles, qui étaient plutôt des pionniers, maintenant on est vraiment dans la tendance générale, le mainstream, comme on dirait. Et si je regarde les clients Fortuneo, à 85% en 2008, c'était des hommes. Maintenant, les hommes représentent 60% de notre clientèle et on voit qu'on s'est ouvert à d'autres catégories professionnelles, à d'autres types de comportements de produits bancaires grâce aux moyens de paiement. Et ça veut dire qu'il faut changer aussi sa communication. Pourtant, on a l'impression que votre campagne de publicité, J'aime ma banque, est très tourné vers un public masculin, puisque c'est un homme qui parle et il a un discours un peu amoureux vis-à-vis d'une personne qu'on imagine plutôt féminine. Non, vous n'avez pas imaginé dans les deux sens la campagne? Alors, je vous rassure, effectivement, mais l'amour fonctionne dans les deux sens. Donc, heureusement, vous verrez, il faut espérer. Dans les prochaines campagnes qu'on va... D'accord, ça peut être aussi une femme qui déclare sa flamme à sa banque. Tout à fait. L'idée, c'est de dire, parce que rappelons peut-être le contexte, ce J'aime ma banque qui vient de 2012, à une époque où globalement les banques étaient très décriées. Rappelons, même toujours, elles le sont encore. Ça reste culotté de dire J'aime ma banque, parce que c'est vrai que le métier de banquier et la banque en général ont vécu quand même des soubresauts ces dernières années qui ne leur ont pas fait de la pub. Effectivement, quand on regarde le sujet, c'est plutôt audacieux, puisqu'il n'y a que 28% des Français qui ont confiance dans les institutions bancaires. Donc dire « j'aime ma banque », c'était déjà un peu toujours au second degré, mais un peu malicieux, un peu impertinent, et je crois que c'est bien l'esprit Fortuneo. Et puis c'est surtout une moyen de dire « restons positifs », il y a les banques en ligne quand même qui a un champ d'opportunité qui est très intéressant pour un client, au-delà de l'aspect prix, et c'est ce qu'a voulu promouvoir Fortuneo dans sa relation avec le client, donc la relation amoureuse. Précisément, si demain vous voulez m'attirer chez Fortuneo, dont je ne suis pas client, qu'est-ce que vous me proposez par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché? Alors, les banques en ligne ont pour caractéristique de ne pas avoir forcément une offre de produits très large par rapport aux clients traditionnels, mais selon le besoin, on s'aperçoit que nos clients ont une approche par produit. C'est-à-dire qu'ils ont par exemple envie d'aller sur la bourse ou le PME, ils vont souscrire, ils vont regarder les tarifs, et c'est ce qui fait souvent la différence. Pour l'assurance vie, ce sera souvent le taux de l'assurance vie, et pour la carte bancaire, ce sera souvent le montant ou le type de carte bancaire qu'on pourra avoir. Donc, les clients qui viennent dans les banques en ligne ont en démarrage une approche qui est « je viens pour un produit spécifique » et ensuite ils élargissent le champ de consommation. Donc, tout dépend, on va dire, de votre besoin, mais je serais ravi d'en vous en parler. Est-ce que vous êtes rentable? Oui, alors Fortuneo donc a été lancé en 2000 et a été rentable depuis 2004 et en continuité rentable jusque encore cette année, sauf 2 années, en 2010 et 2011, où nous avons procédé à une opération de croissance externe en Belgique qui a pénalisé de manière momentanée nos comptes. Et vous communiquez sur les comptes, sur les chiffres, le détail? Non, en fait, on s'intéresse très peu à communiquer sur nos comptes. Donc on ne peut pas savoir quel est le résultat de la banque en ligne? Le résultat de la banque en ligne Fortuneo pour l'année 2013 qui a été approuvé sera de 11 millions de résultats nets. D'accord. Alors vous parlez de croissance externe, c'est intéressant. Est-ce que vous allez encore bouger malgré cette expérience un peu douloureuse en Belgique, financièrement en tout cas, cet impact négatif? Est-ce que vous voulez encore faire de la croissance externe? Est-ce qu'il y a encore des places à prendre, peut-être des concurrents à racheter en France ou d'autres pays à viser? Alors, la Belgique est rentable, hein. C'est simplement les années de lancement, d'organisation informatique qui font que les comptes sont momentanément pénalisés. Mais c'est une structure maintenant qui fonctionne très bien, qui est rentable et qui a séduit énormément de clients l'année dernière. En tout cas, ce qu'on s'aperçoit, c'est que de 2008 à 2013, il n'y a pas eu finalement beaucoup d'opérations de croissance externe, en France comme en Europe. Ça devrait rebouger, ça? Et là, je pense que ça va rebouger pour plusieurs raisons. D'une part, il y a un climat, je trouve, un peu plus positif. Donc les entités financières sont prêtes à reprendre des risques, et puis des risques sur le long terme.
Et également, je pense que les nouvelles supervisions bancaires vont probablement créer des opportunités au niveau européen, peut-être moins en France. On va finir cette émission en parlant de vous, Pascal Denay, en tant que manager. Quand on passe plus de 14 ans, dans la même société, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Ça fait 5 ans que vous êtes le patron de cette entité. Est-ce que vous avez d'autres rêves, d'autres ambitions? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Qu'est-ce qui me fait d'une certaine façon, c'est changer la banque, changer le monde. Et je pense que tous les collaborateurs sont animés par cette même passion. Et dans ce monde, on l'a vu avec diverses tendances, on ne sait pas ce qui sera dans demain, donc on est en adaptation permanente, et c'est ce qui en fait le charme. Vous ne vous dites pas j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de voir peut-être un autre secteur ou autre, je voudrais entamer une autre carrière. Non, vous vous dites je veux aller le plus loin possible avec Fortuneo? Non, je pense qu'avec le Crédit Mutuel Arkea, il y a tellement de choses à faire que la banque va devenir vraiment un métier passionnant pour les années à venir. Et comment est-ce qu'on manage ces trentenaires, alors un peu geek, un peu banquier, parce que c'est un monde très conservateur, le monde bancaire, en même temps on voit que vous êtes à la frontière ou un monde qui change très vite, le monde de la technologie. Comment est-ce que vous arrivez à insuffler, à gérer les deux? Effectivement, la difficulté, c'est quand on grandit de perdre un peu de cette capacité d'initiative, de cette fraîcheur en structurant trop les choses. Nous sommes dans un groupe mutualiste donc, où l'homme est très très important, très considéré. Et je veux dire que ma préoccupation quotidienne, une fois au moment que les grandes lignes stratégiques sont définies, consiste à rendre les gens meilleurs au quotidien dans leur travail et leur donner tous les moyens de décider au plus près du client. Mais ça veut dire quoi concrètement au quotidien? C'est-à-dire que vous allez les voir dans leur bureau, vous faites des réunions, vous vous impliquez? Alors, je m'implique dans les réunions, mais je ne suis pas très fanatique des réunions, plutôt dans le manager minute, on va dire, parce que l'essentiel ne doit pas se passer en réunion. Pour moi, l'idée, c'est plutôt d'aider à faire comprendre les gens vers où on doit aller. Et est-ce qu'on est toujours dans l'alignement stratégique? Et sinon, ce sont ceux qui font en général, ce sont ceux qui savent et ceux qui sont au mieux à même de décider. Oui, parce qu'il y a quand même un paradoxe, c'est-à-dire que ce métier a pendant longtemps reposé sur le guichetier par excellence, qui faisait remonter un peu le sentiment du client. Là, le fait d'être dans cet espace virtuel, bon, même si évidemment je me doute que vous faites des approches clients pour savoir un peu quels sont leurs sentiments, est-ce que ça n'a pas aussi ses limites au final? Alors c'est vrai que le monde de la start-up et le monde bancaire, ce n'est pas forcément des mêmes univers. Le monde bancaire qui est un monde souvent très procédurier, réglementairement sans jugement de valeur, puisque les contraintes juridiques sont énormes, les contraintes réglementaires sont très très fortes. C'est aussi des métiers qui brassent des masses d'argent considérables, donc dont les process doivent être très sécurisés. Et donc, à un moment donné, est-ce que finalement, le trop d'organisation ne peut pas gêner la créativité? C'est un point sur lequel on fait attention tous les jours. On va finir cette émission avec votre sentiment. Vous disiez peut-être qu'une start-up pourrait sortir de nulle part et révolutionner. Il y en a eu dans beaucoup de domaines, les taxis, l'hôtellerie. Donc en effet, on n'a pas encore vu cette start-up. Il y a eu des tentatives. On se souvient de Bernard Arnault qui avait investi massivement avec The Bank. Ça n'avait pas marché à l'époque. Ça, c'est une météorite pourrait tomber sur la planète bancaire, vous le croyez vraiment? Peut-être, venant d'un mastodonte à un niveau mondial, pourquoi pas. Je pense qu'au final, on n'arrive pas à savoir, à prévoir ce qui va arriver. Mais ce qui est absolument fabuleux actuellement, c'est qu'on n'a même pas besoin de regarder les startups. Et quand on se penche sur les marchés asiatiques, les marchés non américains, il y a plein d'initiatives qui sont suffisamment riches pour changer ce monde bancaire sans regarder forcément sur la start-up. Et puis, il faut dire quand même que le monde bancaire a un rôle d'intermédiaire vital. C'est-à-dire, sans banque, l'économie est bloquée. Donc, de facto, avec la place qu'occupe ce secteur, c'est très difficile de pouvoir dire que ça va aller mal. C'est une bonne question. Vous ne faites pas du tout de clientèle entreprise. Non. Ça pourrait être un axe de développement. Ça pourrait être un axe de développement. Ce n'est pas notre. Nous, notre mission au sein du groupe Crédit Mutuel Arkea, c'est la banque pour les particuliers et à distance. Et la banque en ligne pour les entreprises, ça va arriver? Ça existe déjà dans certains pays, en Europe, aux États-Unis, plutôt pour les TPE, pour très petites entreprises, plutôt pour les professions libérales. Mais je vais dire, ce n'est pas forcément dans le savoir-faire de Fortuneo actuel. Merci Pascal Denay d'avoir répondu à notre invitation. C'était votre tribune des décideurs. Merci Robert. Merci Thomas. Merci à vous tous pour votre fidélité et vos questions. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure.